Ariane sur l'archipel interdit. Une création sonore de Radio Utopia, librement inspirée du roman Island d'Aldous Huxley et réalisée avec les habitants et les habitantes du territoire Vézère-Monédière-Mille Sources avec le soutien des ateliers Médicis. Épisode 12. Connais-toi toi-même. Où sommes-nous ? Nous sommes dans la chambre de méditation. Vous voyez cette peinture ? Oui, elle représente un paysage. Oh, ceci est bien plus. C'est une manifestation de l'esprit avec un grand E, dans un esprit individuel en relation avec le paysage. C'est un tableau authentiquement religieux. Les paysages sont vraiment capables de rappeler aux gens ce qu'ils sont. Quand vous regardez un paysage, vous réalisez un acte de connaissance personnelle. Connaissance personnelle ? La vision du paysage est une vision de son propre esprit qui existe au-delà du niveau de son histoire personnelle. Mystère de l'obscurité, apocalypse de lumière. L'homme est tout aussi divin que la nature, tout aussi infini que le vide. Distance ! Le paysage a le pouvoir d'exprimer le fait de la distance. Parce que la distance prête de la magie à la vue ? Non, parce qu'elle lui prête de la réalité. La distance nous rappelle qu'il y a bien plus dans l'univers que les êtres, qu'il y a bien plus dans les êtres que les êtres eux-mêmes. Elle nous rappelle qu'il existe dans nos crânes des espaces mentaux aussi énormes que les espaces qui s'étendent à l'extérieur. L'expérience universelle de la distance intérieure et de la distance extérieure dans l'espace, c'est l'expérience religieuse première fondamentale. Un tableau comme celui-ci, c'est la preuve de l'aptitude de l'homme à accepter toutes les morts vivantes, toutes les absences béantes qui entourent notre présence. Ô mort vivante, les jours qui ne sont plus. La méditation nous prépare à recevoir les grâces, les visions pré-mystiques ou les expériences mystiques parfaites. Pour ça, oui, il faut sans doute une bonne préparation. La méditation nous fait cultiver un certain état d'esprit qui permet aux aveuglantes perceptions extatiques de devenir des illuminations permanentes et habituelles. Nous apprenons à nous connaître nous-mêmes pour ne plus commettre toutes les choses laides, absurdes et contradictoires que nous nous surprenons si souvent à faire. Ici, nous pratiquons l'art de l'expérience exacte. L'art qui consiste à un rapprochement intime avec tous les mondes que nous habitons en tant qu'êtres humains. La méditation vous aiderait à devenir plus intelligent ? Disons plus intelligent au niveau des expériences concrètes et des relations personnelles. J'imagine que le remède moksha vous conduit précisément là où vous mène la méditation. La méditation est quotidienne. Le remède moksha est occasionnel. Un siècle de recherche sur le remède moksha a clairement prouvé que des gens parfaitement ordinaires sont tout à fait capables de connaître des expériences visionnaires et même totalement libératrices. À partir de quel âge vivez-vous ce genre d'expérience ? Lors du passage de l'enfance à l'adolescence. C'est le premier degré de notre initiation pour nous permettre de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les adolescents reçoivent leur première expérience du remède moksha. Ils le prennent tous ensemble et il y a une cérémonie religieuse dans le temple. Une espèce de confirmation ? Oui, sauf qu'il ne s'agit pas d'une simple incohérence théologique. Grâce au remède moksha, elle apporte une réelle expérience de la réalité. La réalité ? Cela existe donc ? J'aimerais le croire. On ne vous demande pas de croire.
La réalité n'est pas une proposition, c'est un état. Nous n'enseignons aucun credo à nos enfants, et nous ne les mettons pas aux prises avec des symboles lourdement émotionnels. Quand vient pour eux le moment de connaître les vérités profondes de la religion, nous leur faisons escalader un précipice et nous leur administrons 400 mg de révélation. 2 expériences directes de la réalité dont tout adolescent intelligent, garçon ou fille, peut tirer une très bonne notion de ce que sont les choses. À Pala, il n'y a que des associations d'hommes et de femmes sur la voie de l'humanité parfaite. Harmonie. Nous pensons le monde en fonction de la musique. La musique aérienne vient de loin, depuis la plus haute antiquité chinoise jusqu'aux légendes des Grecs. Les hommes rêvent de mener une vie idéale et céleste sous le sceptre de la musique. La musique naît de la mesure et prend racine dans l'unité. L'unité engendre 2 pôles. Les 2 pôles engendrent la force des ténèbres et de la lumière. Quand le monde est en paix, il est possible de bien faire de la musique. La musique parfaite naît de l'équilibre. L'équilibre naît de la justesse du sens du monde. La musique repose sur l'harmonie entre le ciel et la terre, sur l'accord entre l'obscurité et la lumière. En d'éternelles métamorphoses, la puissance secrète du chant nous accueille ici-bas. Désirez-vous essayer le remède moksha maintenant ? Ah bah, après tout ce qu'on m'en a dit, ce serait bête de refuser. Le moksha peut vous transporter au ciel, mais il peut aussi vous mener en enfer. Ou les 2 ensemble, alternativement. Ou encore par-delà le bien et le mal. Je suis prête. Allons-y. Lumineuse félicité. Le temps avait cessé d'exister. Le tintement absurde de la pendule avait retenti au cœur d'un événement indéfiniment présent, d'un maintenant qui se transformait sans cesse en une dimension non de secondes et de minutes, mais de beauté, de sens, d'intensité, de mystère croissant. Aimeriez-vous me raconter ce que vous éprouvez ? Lumière. Et vous êtes là, à regarder cette lumière ? Je ne la regarde pas, je suis cette lumière. En définitive, il n'y avait qu'une félicité lumineuse, qu'un entendement sans connaissance, qu'une union avec l'unité dans une conscience illimitée, indiscernable. C'était, manifestement, l'état naturel de l'esprit. Mais il était tout aussi certain que cette mélancolique sceptique que j'avais été, cette observatrice toujours distante, cette intoxiquée de la vie grise, avait existé, comme existaient aussi 3000 millions de consciences isolées, chacune plongée dans un monde cauchemardesque. Mon être, jadis misérable et dégradé, était devenu un pur esprit, un esprit dans son état naturel, lumineusement heureux, qui comprenait sans connaître. Le néant est lumière, mais il est aussi compassion. Les contemplatifs insatiables cherchent à s'emparer de la lumière sans se soucier de la compassion. Seuls les êtres bons recherchent la compassion et refusent de se soucier de la lumière. Comme toujours,
Il s'agit de tirer le meilleur des deux mondes à la fois. Le concerto numéro 1 en fa mineur pour clavecin de Jean-Sébastien Bach. La musique la plus proche du silence. C'était évidemment le même concerto que j'avais souvent entendu dans le passé. Le même et pourtant différent. Il se déployait comme un élément du grand événement présent, d'une durée infinie. Ou plutôt, il n'avait pas de durée. Il y avait un tempo, mais pas de temps. Qu'était-ce donc ? L'éternité. Contemplation pure, détachée, au-delà des contingences, extérieure au contexte des jugements moraux, et les enveloppant les notes du détachement contemplatif et les notes de l'élan passionné, se tissait le réseau des notes aiguës et sèches, issues de la vibration métallique du clavecin. Je restais là, assise, immobile et attentive, écoutant et suivant d'un œil intérieur l'enchevêtrement des courants sonores, l'enchevêtrement des courants de lumières exactes et équivalentes qui ruisselaient sans fin. Et chaque phrase de cette vieille musique familière était une révélation sans précédent de beauté qui ne cessait de jaillir, telle une fontaine inépuisable, en une autre révélation, aussi nouvelle et étonnante que la première. Courant après courant, le courant du violon solo, les courants multiples du clavecin et de l'orchestre à cordes, séparés, distincts, individuels, et pourtant chacun de ces courants était fonction de tous les autres, chacun n'était lui-même que par ses relations avec le tout dont il faisait partie. Où êtes-vous, Ariane? Où êtes-vous? Où êtes-vous maintenant? Au paradis, je suppose. Ariane, vous avez encore une longue route à parcourir. Tout ce que vous avez vu et entendu et été n'est que le premier degré. Maintenant, il faut que vous leviez les yeux vers le second degré. Ouvrez les yeux et unissez les deux degrés en une seule expérience de ce que sont les choses. Ouvrez les yeux, Ariane. C'est alors qu'apparut, dans l'encadrement de la porte, une femme imposante, enveloppée dans des nuages de mousseline blanche. Elle se tenait là, souriant d'un air de mystère délibéré, la main chargée de bagues posées sur le montant de la porte, dans la pose de la grande actrice, de la diva célèbre arrêtée à son entrée en scène pour recevoir les applaudissements de ses adorateurs. Qui êtes-vous ? Ma petite voix m'a dit « Va voir cette étrangère. » Alors, me voici, Ariane, ma sœur, mon double. Je constatai alors, avec effroi, que son visage était mon visage, que son regard était mon regard, que c'était bel et bien là mon double. Ma petite voix veut te dire quelque chose. Ses yeux, enfin mes yeux, scrutaient mon visage avec une intensité gênante, presque insoutenable. Ma petite voix veut te dire quelque chose que je sais depuis longtemps et que tu sais aussi sans peut-être l'avoir encore dit à toi-même. Toi, Ariane, ma sœur, mon double,
Tu fus toujours sur les traces du grand et de l'éternel, jamais satisfaite du médiocre et du gentil. Mais plus la vie t'a éveillé et donné la conscience de toi-même, plus grande est devenue ta peine. T'enlisant de plus en plus, tu t'es enfoncé jusqu'au cou dans la souffrance. Et tout ce que jadis tu as connu, adoré, admiré de beau et de sacré, toute ta foi ancienne dans l'humain et dans notre destin élevé a perdu sa valeur. T'enlisant de plus en plus, tu t'es enfoncé jusqu'au cou dans la souffrance. Et tout ce que jadis tu as connu, adoré, admiré de beau et de sacré, toute ta foi ancienne dans l'humain et dans notre destin élevé a perdu sa valeur. Et tombée en ruine, ta foi n'avait plus d'air pour respirer. Est-ce exact, Ariane, ma sœur, mon double? Oui. Oh, oui, oui. Tu avais en toi une image de la vie, une croyance, une exigence. Tu étais prête à des exploits, des souffrances, des sacrifices. Et puis, peu à peu, tu remarquas que le monde n'exigeait de toi aucun exploit et aucun sacrifice. Que la vie n'est pas une épopée héroïque avec des rôles en vedette, mais une cuisine bourgeoise où l'on se contente de boire et de manger, de dormir, d'aller boire un petit café, boire un coup avec ses potes et de bavasser dans le vide, balayer des écrans, subir, zapper. Et celui qui veut et qui a en lui autre chose, l'héroïque, le beau, l'adoration des grands poètes, la piété, n'est qu'un imbécile et un Don Quichotte ou une Madame Bovary. Bon, tu étais une jeune fille douée, destinée à vivre en grand, à exiger de toi-même de grandes choses, à remplir de dignes missions. Tu pouvais prendre sur toi une haute destinée, être une reine, une révolutionnaire, une martyre ou une génie. Et la vie t'a tout juste permis de devenir une courtisane. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Je me suis dit, en fin de compte, c'est toujours la vie qui doit avoir raison. Et si elle s'est jouée de mes beaux rêves, eh bien, c'est qu'ils étaient bêtes et avaient tort, non? Non! Tes rêves avaient raison, 1000 fois raison. C'était la vie, la réalité qui avait tort. Crois-tu que je ne puisse comprendre ton horreur de la musique de supermarché, ta résistance au Starbucks, ta peur du boum-boum intempestif, ton horreur de toutes ces insanités? Sans parler de l'adoration totémique de la 50G. Je ne les comprends que trop. Et aussi ton dégoût de la politique, des bavardages et des agissements irresponsables des partis et de la presse, soupe de discutaille où l'on patauge inlassablement, ton désespoir en face de la guerre, celle qui fut et qui viendra, en face de la façon dont on pense aujourd'hui, dont on lit, dont on construit, dont on fait de la musique, dont on célèbre les cérémonies, dont on fabrique l'instruction publique. Vous avez raison. J'ai raison. C'est ça. C'est vraiment ça. Nous sommes bien trop exigeantes et affamées pour ce monde moderne, simple, commode, content de si peu. Il nous vomit. Nous avons pour lui une dimension de trop. Car celle qui veut vivre en notre temps et qui veut jouir de sa vie ne doit pas être une créature comme toi ou moi. Pour celle qui veut de la musique au lieu de bruit, de la joie au lieu de plaisir, de l'âme au lieu d'argent, du travail au lieu de fabrication, de la passion au lieu d'amusette. Ce joli petit monde-là n'est pas une patrie. C'est pas possible, c'est que notre époque, c'est une maladie et un malheur momentané. Espérons que des temps ont été meilleurs et le seront encore, oui, meilleurs, plus riches, plus profonds, plus vaste. Mon enfant, je te dirai maintenant ce que je sais de toi et de moi et de notre destin. Une grande croisade va être entreprise, un mouvement mondial pour sauver l'humanité de l'autodestruction. Et tu es, mon enfant, l'instrument choisi. Quoi? Un mouvement mondial? Mais c'est absurde. Je n'ai jamais fait de discours de ma vie. J'aime pas les groupes, je bafouille. Pourtant, quand c'est toi qui entreprendras cette croisade, l'universelle croisade d'esprit, on rira de toi, on te traitera de folle,
d'original, de fanatique. Les chiens aboient, la caravane passe. L'éloquence te sera donnée, ainsi que la charge de commander. Au début modeste et dérisoire, la croisade de l'esprit est destinée à devenir une puissance redoutable. Une puissance pour le bien, une puissance qui à la fin sauvera le monde. Attention, pardon ma petite dame. Here and no, boys. Yes, presents. Où suis-je? Ça va madame? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? On est en train d'installer une nouvelle antenne 50G. Quoi? Il n'y a pas d'antenne 50G sur votre île. Oui, on est en pleine ville là, madame. Vous avez besoin d'aide? On n'est pas sur l'archipel Pala. Non, c'est pas là, non. Mais, et la croisade de l'esprit? Le mouvement mondial pour sauver l'humanité? Quoi? Retour à la vie grise? La vie grise FM, la radio de l'Ancovid. L'utopie est de vouloir changer de système. Une grande vague d'indépendance parcourt actuellement l'Europe. Les peuples autoproclamés naturels prennent le pouvoir sur l'Empire. L'utopie qui est de croire qu'on peut continuer encore avec une croissance perpétuelle basée sur l'exploitation des ressources naturelles sur une planète finie est désormais révolue. On écoute tout de suite la déclaration d'indépendance des peuples naturels recueillis par notre envoyé spécial au parc naturel régional de ce qu'on appelait autrefois le Limousin. Déclaration d'indépendance des peuples primaires d'Europe de l'Ouest. Cher Empire, depuis plus de 2000 ans, vous nous persécutez dans tous les recoins de notre continent. Druides, Celtes, barbares, sorcières, fées et fêlés, elfes, nains et autres minorités d'origine épique. vous nous avez obligés à vivre selon les dictates de vos religions, de vos technologies, de vos modes et de vos règles économiques à la vitesse de ce que vous nommez votre progrès. À chaque génération, vous avez ravagé nos cultures, qui étaient ici présentes et fleuries bien avant votre arrivée. Vous avez condamné notre spiritualité, tué notre magie et enrayé notre système de gouvernance. Vous avez assassiné nos amis les arbres, pollué nos rivières, détruit nos ressources et rempli notre champ magnétique de vos ondes toxiques. Nous, les peuples primaires d'Europe de l'Ouest, nous réclamons le droit de vivre à notre manière, de vivre en symbiose avec la nature. Nous réclamons De l'air pur à respirer, sans masque et sans pollution. nous réclamons De l'eau propre et facilement potable, dans nos nappes, grâce à une biosphère foisonnante et chérie par nos soins. Nous réclamons Le droit à la terre, pour chacun et chacune qui le souhaite. Non pour être propriétaire, mais pour être gardien à vie d'un coin de notre planète, afin d'assurer de façon décentralisée la production, au rythme des saisons, de nourriture saine, bonne et fraîche. Nous réclamons Le droit de construire nos habitats à notre manière. Nous réclamons Le droit de pratiquer notre propre médecine. qui n'est pas votre folie mégalomane et consumériste, réduite à de la chimie moléculaire brute pour conquérir la vie éternelle. Mais une science d'équilibre, pratiquée et enseignée par tous et chacun dans nos cultures. La médecine est une science basée sur la reconnaissance et le respect des forces et des rythmes de la nature, des saisons, des cycles et des objets célestes. Vous avez déclaré certaines zones de notre continent protégées. En France, vous les nommez parcs naturels. Nous réclamons ces espaces pour les protéger et y vivre selon nos principes et nos éthiques. Nous réclamons simplement le droit d'exister et de faire fleurir nos cultures naturelles sans être persécutés, jugés, traqués ou méprisés. L'indépendance des peuples primaires est une sauvegarde de résilience, une copie du disque dur de base avant que celui-ci ne soit perdu pour l'éternité. Nos cultures sont une réserve de savoir-vivre qui vous sera vitale quand votre progrès vous aura conduit au plus profond de l'impasse. Nous réclamons la reconnaissance de notre autonomie juridique et d'être protégés par nos propres lois. Malgré votre persécution et votre tentative de nous effacer, nous existons encore. Nous ne sommes pas un groupe d'ethnicité particulière, ni de religion spécifique. Nous sommes simplement des âmes libres qui naissent à chaque génération et qui ressentent le besoin de vivre avec humilité, beauté et créativité. Nous, les peuples naturels d'Europe de l'Ouest, réclamons de vivre autrement, en toute égalité et liberté.